Au sommaire cette semaine, des hôtels dans l'espace, une nouvelle voiture volante chinoise et pour finir, un concours international de robots avatars. Voici En route vers le futur numéro 43. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Toutes les semaines, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Depuis le début de l'ère spatiale, nous avons déjà connu 12 stations spatiales, 7 russes, une américaine, 3 chinoises et une internationale. C'est quoi une station spatiale? Nous pourrions résumer cela à une sorte d'avant-poste dans l'espace. Elle peut être positionnée en orbite d'une planète ou d'un de ses satellites naturels, ou bien directement sur le sol. Une station spatiale permet à un équipage d'y habiter sur une période prolongée. Elle peut être desservie par des vaisseaux cargo transportant du matériel, de l'oxygène ou de la nourriture, ainsi que des vaisseaux habités afin de relayer l'équipage. C'est quoi la différence avec un vaisseau spatial? La plus grosse différence entre une station spatiale et un vaisseau, c'est simplement qu'une station spatiale n'a que très peu de moyens pour naviguer dans l'espace. Elle se laisse dériver. Une station spatiale peut avoir son propre système de propulsion, mais il ne servira qu'à éviter des obstacles sur sa trajectoire ou pour relever son orbite pour ne pas tomber sur la planète autour de laquelle elle tourne. La notion de station spatiale est apparue pour la première fois dans une nouvelle de l'écrivain américain Edward Everett Hall, paru en 1869, The Brick Moon. L'auteur y décrit une lune de briques artificielles de 60 mètres de diamètre lancée en orbite afin de servir de repère aux voyageurs pour s'orienter. Malheureusement, alors que ce n'était pas prévu, des personnes se sont retrouvées prisonnières lors du lancement et sont donc devenues des habitants de cette lune artificielle. Sur un plan scientifique, il faudra attendre la fin des années 20 pour que le russe Konstantin Tsikolsky théorise les stations spatiales et que l'Autrichien Hermann Potocznik propose en 1929 l'idée d'une station tournante sur elle-même afin de recréer une pesanteur artificielle. Comment cela fonctionne? Imaginez que vous remplissez un seau d'eau avant d'y attacher une corde à lance. Ensuite, en tenant fermement la corde, vous faites tourner le seau autour de vous à une bonne vitesse. Vous remarquerez que l'eau restera au fond du seau. C'est la force centrifuge qui permet cela. L'idée est donc de reproduire ce mouvement avec une station qui tourne sur un axe. L'équipage serait donc attiré par les parois externes, recréant ainsi une pesanteur artificielle. Pas besoin de reproduire la même pesanteur que sur Terre, mais une fraction de celle-ci permet de garder un minimum de masse musculaire, et cela éviterait le problème de nos astronautes qui ne peuvent plus marcher lorsqu'ils reviennent sur Terre après de longs séjours dans l'espace. En s'inspirant des travaux de Hermann Potocznik, Wernher von Braun, l'inventeur de la fusée Saturn V qui emportera les premiers humains sur la Lune en 1969, publie un concept de station spatiale en forme de roue. Mais son projet restera vain. Les Russes, ayant perdu la bataille de la course à la Lune en 1969, tentent de regagner des points en lançant 2 programmes distincts de stations spatiales, l'un civil et l'autre militaire et secret. Le programme civil est appelé Salyut, ce qui veut dire salut en russe. Il consistait en plusieurs stations monolithiques qui se sont relayées de façon consécutive en orbite basse de la Terre pendant 15 ans, entre 1971 et 1986. Monolithique. Une station monolithique est simplement une station envoyée entière en une seule fois. Les stations modernes, comme la Station spatiale internationale, sont dites modulaires. Elles sont construites en plusieurs fois en ajoutant des éléments. Les stations Salyut pouvaient héberger jusqu'à 3 membres d'équipage, qui arrivaient à bord de vaisseaux Soyouz. Ces stations avaient pour vocation la recherche scientifique sur l'adaptation du corps humain à la micropesanteur et la vie dans l'espace. Le programme Salyut comportera 5 stations. Salyut 1 en 1971 qui hébergera un seul équipage durant 23 jours. Ensuite ce sera Salyut 4 en 1974, Salyut 6 en 1977 et enfin Salyut 7 qui restera en orbite entre 1982 et 1991. Que sont devenues les stations 2, 3 et 5? Bien vu, je vois que vous suivez bien toutes les deux. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un autre programme de station spatiale russe secret. C'est le programme Almaz, ce qui veut dire diamant en russe. Et la question s'est posée, comment cacher ces stations spatiales militaires secrètes au nez des Américains et de n'importe quel pays capable de scruter le ciel?
Eh bien, il suffit de les faire passer pour des stations spatiales civiles, tiens. D'où le lancement de stations spatiales Salyut 2, 3 et 5, qui étaient en réalité des stations Almaz, qui ont été lancées en 1973, 1974 et 1976. Les stations Salyut et Almaz étaient plus ou moins construites dans le même moule. Il était donc facile de faire passer l'une pour l'autre. Quelle était la différence entre Salyut et Almaz? Un canon Richter R-23 de calibre 23 mm, capable de tirer dans le vide spatial. Les stations Almaz intégraient ce canon comme autodéfense. Les Russes pensaient se faire griller et que les Américains viendraient tenter de démanteler la station. Le but des stations Almaz était avant tout le renseignement. Un seul tir fut testé, en fin de vie de la seconde station Almaz, en l'absence d'équipage. Les Russes étaient belliqueux. Nous étions en pleine guerre froide entre les deux colosses, et les Américains étaient loin d'être des enfants de cœur. Après que les Russes aient envoyé le premier satellite dans l'espace en 1957, une panique générale s'empara des États-Unis. Si les Russes pouvaient satelliser un objet dans l'espace, ils étaient capables technologiquement d'envoyer une ogive nucléaire n'importe où sur la planète. Pour se défendre et espionner les Russes, les Américains eurent l'idée de développer une petite navette spatiale ressemblant à un petit shuttle ou à la navette Dream Chaser sous le nom d'Inasoar. Elle devait servir à positionner des militaires en orbite afin de surveiller le territoire russe depuis l'espace. Je rappelle qu'au moment de lancer ce projet, les Américains n'avaient même pas encore réussi à envoyer le moindre objet en orbite. Alors une navette spatiale habitée, bizarrement le projet finit par tomber à l'eau en 1963. Mais l'idée d'aller espionner les Russes depuis l'espace n'était pas morte. Entre-temps, les Américains avaient enfin réussi à envoyer leurs premiers humains dans l'espace depuis 1961. Et la seconde génération de vaisseaux était prête à arriver, les Gemini, pouvant emporter 2 passagers au lieu d'1 pour les anciens vaisseaux Mercury. C'est avec ces nouveaux outils plus pragmatiques que les Américains ont réfléchi à développer leur première station spatiale, avec comme ambition d'aller espionner les Russes. C'est le projet MOL, pour Laboratoire Orbital Habité. Oui, laboratoire, c'est un peu moins voyant que espionnage. L'idée était d'envoyer une capsule habitée Gemini et ses 2 occupants accrochés à un 3e étage de fusée Titan 3M de 22 mètres de long, vide. Arrivés en orbite, les 2 occupants pouvaient rejoindre l'étage vide, transformé en station spatiale. Une fois leur mission terminée, ils retournaient dans leur vaisseau qui les ramenait sur Terre. 7 missions étaient prévues entre 1970 et 1975, dont 5 habitées. En réalité, seul un vol de test d'une maquette grandeur nature eut lieu en 1966, avant que le projet soit définitivement annulé en 1969. La première station spatiale américaine envoyée dans l'espace est le seul projet mené à terme du programme des applications Apollo, qui cherchait, comme son nom l'indique, à trouver d'autres applications matérielles développées pour les premiers pas sur la Lune, les vaisseaux Apollo, mais aussi les fusées géantes Saturn V. À partir de 1963, la NASA travaillait sur différents projets comme une station spatiale en orbite terrestre, des séjours prolongés sur la Lune sous la forme d'une station spatiale posée directement sur le sol lunaire, une mission habitée sur Mars et un survol habité de Vénus. Mais comme les Russes ne suivaient plus la course, les Américains ne voyaient plus l'intérêt de dépenser autant d'argent dans ces programmes spatiaux. Seul le projet de la station spatiale en orbite terrestre a été retenu, simplement parce qu'il restait quelques fusées Saturn V non utilisées suite à l'abandon des dernières missions lunaires habitées prévues, Apollo 18, 19, 20 et 21. La station Skylab est donc lancée en 1973 et repose sur le principe d'une station humide. C'est une station spatiale pour les poissons? Ce nom vient du fait que le module d'habitation n'arrive pas dans l'espace sous la forme d'une station prête à l'emploi, mais qu'elle arrive sous la forme d'un réservoir de carburant de fusée qui s'est vidé de ses dernières gouttes pendant l'ascension. Il est dit humide simplement parce que du carburant a été placé dans ce réservoir pendant tout le lancement. Ce sont des astronautes ou un système automatisé qui doit faire évaporer les dernières gouttes de carburant, nettoyer le réservoir et enfin l'aménager en station spatiale, et ce, depuis l'espace. C'est ainsi qu'un 3e étage d'une fusée géante Saturn V a été choisi pour créer la première station américaine Skylab. Après le décollage d'une Saturn V en mai 1973, au lieu de revenir s'abîmer en mer après son vol, le second étage a continué son chemin jusqu'à l'orbite. Ce concept n'était pas nouveau car Wernher von Braun l'avait déjà théorisé à la fin des années 30. Et il fut déjà évoqué dans le projet Horizon de l'armée de terre américaine en 1959 afin de déployer une station sur le sol lunaire. Malheureusement, une fois en orbite, la transformation du réservoir en station spatiale ne se fait pas correctement. Les panneaux solaires se sont déployés mais ne fonctionnent pas.
La protection thermique et contre les micrométéorites semble avoir disparu, la température de la coque étant surchauffe. La première mission habitée qui va venir rejoindre la station va devoir passer son temps à tenter de sauver la station d'abord à partir du vaisseau Apollo, avant de pouvoir entrer dans Skylab. Ensuite, d'autres équipages seront envoyés dans le Skylab jusqu'en 1974. Le troisième et dernier équipage battra tous les records de durée de mission avec 84 jours en micro-pesanteur. Il était prévu que les vaisseaux Apollo soient finalement remplacés par la navette spatiale Shuttle pour prendre le relais. Mais celle-ci ne fut pas prête à temps et Skylab est abandonné en 1979 et se laissera brûler dans l'atmosphère. En 1986, les Russes envoient la première station spatiale modulaire, Mir, signifiant paix ou monde. Même si le premier module de Mir se suffisait à elle-même pour en faire une station autonome, la conception de la station permet d'intégrer de nouveaux modules au fil du temps, afin de l'agrandir suivant les besoins. Pour cela, la station comporte un nœud d'amarrage à 6 faces, sur lequel il est possible d'amarrer de nouveaux modules, des vaisseaux cargo ou des vaisseaux habités. Au tout début, la station était 100% russe, mais très vite d'autres nationalités sont entrées à bord via le programme Intercosmos. Ce fut d'abord les pays membres du bloc soviétique, comme des astronautes syriens et afghans. En 1988, le français Jean-Loup Chrétien sera le premier européen à monter à bord d'une station spatiale. Plus tard, les Japonais et des Kazakhs rejoindront également la station. Après la guerre froide, les Russes et les Américains se rapprochent. Chacun abandonne ses projets de nouvelles stations spatiales, comme Mir 2 chez les Russes et Freedom chez les Américains, et à la place, Intercosmos se transforme en programme Shuttle Mir en 1994. L'idée est de transformer Mir en station spatiale internationale, et la station peut désormais accueillir aussi bien des vaisseaux russes Soyouz que des navettes spatiales américaines Shuttle. L'astronaute russe Valery Polyakov y battra le record de durée de séjour dans l'espace, record toujours actif, de 437 jours. En 1997, la station commence à montrer des signes de faiblesse, et un incendie démarre à l'intérieur. Un vaisseau cargo progresse, heurte la station, la déséquilibre et coupe l'alimentation électrique de la station. La station se remettra et elle accueillera de nouveaux équipages. En 2000, un dernier vaisseau s'amarra à Mir afin de voir s'il y a moyen de la remettre en état pour en faire la première station spatiale privée, principalement destinée à devenir un studio de cinéma. Mais devant une trop grosse masse de travail, le projet est abandonné et la station brûlera dans l'atmosphère un an plus tard. Et la France, elle n'a jamais eu de station? Non, mais l'Europe aurait pu en avoir une. Afin d'accompagner le projet de navette spatiale européenne Hermès, l'Italie a commencé à concevoir une station spatiale sous le nom Columbus. Avec le couple Hermès et Columbus, l'Europe aurait pu garantir son indépendance spatiale à partir de 1998. La station devait comporter 3 modules et Ariane 5 devait envoyer Hermès régulièrement en direction de la station. Mais sentant que l'Europe échappait à l'emprise américaine avec ce projet qui aurait pu transformer l'Europe en grande puissance spatiale, Ronald Reagan propose d'intégrer Columbus en tant que module à leur propre projet de station spatiale, la station Alpha, dérivée du projet abandonné Freedom. Et pourquoi avoir une navette spatiale européenne alors que le shuttle américain existe déjà? Que l'Europe se contente de fabriquer un vaisseau cargo, ce sera bien suffisant. Station Alpha et l'ISS? Bien vu. Avec la coopération internationale sur Mir, la station Alpha américaine a simplement basculé en un projet de station internationale, nommé simplement Station Spatiale Internationale, ou ISS. Modulaire comme Mir, elle est envoyée sous la forme de modules au fil des années. L'envoi du premier module interviendra en 1998, c'est un module russe Zarya qui devait être la pièce maîtresse de la station russe Mir 2. Le premier équipage russo-américain y débarquera en 2000 à bord d'un vaisseau russe Soyouz. Le laboratoire européen Columbus sera finalement amarré à l'ISS en 2008. Et comme prévu, l'Europe fournira un vaisseau cargo, l'ATV, qui viendra fournir matériel et nourriture à l'ISS, surtout après la fin du programme des navettes spatiales américaines Shuttle en 2011. Aujourd'hui, même si l'ISS est en fin de vie, c'est la plus grande station spatiale de l'histoire. Elle est un fort symbole de coopération entre les nations, surtout après la guerre froide, où Russes et Américains étaient prêts à s'envoyer des missiles nucléaires au moindre faux mouvement. Seule la Chine n'a jamais pu participer au programme, malgré ses demandes. C'est pourquoi les Chinois ont dû créer leur propre programme spatial. Alors que les ambitions européennes avaient été absorbées dans la station internationale comme un simple partenaire, les Chinois en ont été évincés. Ce que les Américains ne voulaient pas faire avec l'Europe, ils l'ont fait avec la Chine. C'est ainsi qu'en 2011, les Chinois ont lancé leur propre station spatiale Tiangong 1. Elle a servi principalement d'entraînement pour la suite.
mais elle a quand même tout de même accueilli 2 équipages de 3 personnes. La Chine a ainsi accumulé de l'expérience pour lancer sa seconde station, Tiangong-2, en 2016. En fait, c'est une copie conforme de la première. Tiangong-2 avait simplement été construite comme un doublon de la première au cas où celle-ci aurait été un échec. Elle ne servira que pour un seul équipage de 2 astronautes chinois. Et en 2021, la Chine a envoyé ce que devait être Tiangong-3, mais renommé finalement CSS pour Station spatiale chinoise. Cette nouvelle station se veut modulable et ouverte aux missions internationales. Elle entre donc directement en concurrence avec la Station spatiale internationale, avec un petit détail, la CSS reste avant tout chinoise, et c'est un point très important. Et dans l'avenir? Aujourd'hui, nous avons 2 stations spatiales en activité. La Station spatiale internationale, qui s'apprête à prendre sa retraite en 2028, et la Station spatiale chinoise, qui démarre sa carrière. Sur le plan des projets nationaux, la prochaine station spatiale sera américaine, mais avec une forte collaboration internationale, puisqu'elle sera ouverte à des partenaires comme le Japon, le Canada et l'Europe. La Russie a été invitée à y participer, mais ne souhaite pas pour le moment donner suite. La Lunar Gateway, ou plus communément appelée Gateway Passerelle, est une station modulaire plus petite que l'ISS, mais celle-ci sera la première à quitter l'orbite basse. Elle sera placée en orbite lunaire à 3000 km de la Lune au plus près, afin de servir d'avant-poste pour les astronautes du programme Artemis qui ira se poser sur la Lune dans la seconde moitié de notre décennie. Quelques semaines seulement après le retour de l'homme sur la Lune prévu pour le moment septembre 2024, bon, je pense qu'il faut plutôt compter 2025 maintenant, les premiers modules devraient arriver en orbite lunaire grâce à un lanceur Falcon Heavy. Ces modules assureront l'habitat, la logistique et la propulsion. Le premier équipage devrait arriver avec Artemis 4 en 2026, équipage qui sera principalement ici en transit avant d'aller se poser sur la Lune. L'assemblage de la station est prévu jusqu'en 2028. La fin du programme ISS devrait avoir lieu également vers 2028, date à laquelle la Station spatiale internationale sera probablement précipitée dans les hautes couches de l'atmosphère pour la brûler, à moins qu'un projet de privatisation n'arrive jusqu'au bout. Bon, il y en a plusieurs, mais bon, c'est pas sûr que ça arrive jusqu'au bout. Comme les Russes ne semblent pas vouloir intégrer la station Gateway, le pays semble vouloir relancer son propre programme de station avec le projet ROS, Russian Orbital Service Station. Il fut un temps proposé de récupérer les modules russes de l'ISS pour concevoir cette station autonome, mais le projet ROS repart finalement d'une feuille blanche pour une nouvelle station modulaire. La Russie a déclaré se retirer du programme de l'ISS en 2024 et les premiers modules de la station ROS pourraient arriver en orbite terrienne dès l'année suivante. Son assemblage devrait durer une dizaine d'années et compter jusqu'à 7 modules. La Russie prévoit sa propre station spatiale en orbite lunaire, à l'image de la Lunar Gateway, sous le nom Lunar Orbital Station. Le projet, s'il est mené à terme, ne sera pas lancé avant une dizaine d'années. Pour finir sur les stations nationales, c'est l'Indonésie qui se dit prête à démarrer un projet de station orbitale à un horizon d'une quinzaine d'années. À quand des stations spatiales au sol? De nombreuses stations lunaires et martiennes ont été évoquées. Le programme Artemis va probablement donner naissance à une future station sur le sol lunaire d'ici une vingtaine d'années. Mais rien de concret n'a été annoncé pour le moment. Mais c'est oublier la Russie et la Chine qui ont décidé de créer un programme commun d'exploration de la Lune. Dès 2026, des modules automatisés devraient être déposés sur la Lune afin de concevoir l'ILRS, la Station internationale de recherche lunaire. Cette station devrait être finie d'assembler en 2035 avant qu'un premier atterrissage habité ne vienne s'y installer. La Russie et la Chine ont officiellement invité les autres nations à rejoindre le projet. Et le privé? Il n'y a pas une année avant que l'on nous annonce une nouvelle station spatiale privée faisant fantasmer le tourisme spatial. Certes, il y a un petit marché pour cela, mais ces stations spatiales privées serviront principalement à la science et à l'industrie, avec des coûts réduits face à des expérimentations dans l'ISS. De plus, même si l'ISS était international, toutes les nations n'y participaient pas. Il reste donc une place pour des stations ne regardant pas du tout la nationalité de ses occupants. Le projet actuellement le plus crédible est la station américaine Axiom d'Axiom Space. L'idée est de compléter l'actuelle station spatiale internationale de nouveaux modules afin d'héberger des missions privées desservies par des vaisseaux Crew Dragon de SpaceX. Le premier module devrait s'accrocher à l'ISS en 2024. D'ici 2028, Axiom devrait ajouter 2 autres modules. À la fin du programme ISS, Axiom détachera ses modules de la station principale pour devenir une station spatiale autonome. Elle pourrait sauver le bras robotique Canadarm qui continuerait de travailler sur cette nouvelle station.
Une autre station spatiale privée pourrait être lancée en orbite basse de la Terre dans le courant de cette décennie, l'Orbital Reef, le récif orbital. Cette station américaine conjointe entre Blue Origin et Sierra Nevada a déjà des partenaires comme Boeing et Redwire Space. Elle pourrait permettre de loger jusqu'à 10 personnes dans un volume de 830 mètres cubes. C'est le futur lanceur New Glenn de Blue Origin qui s'occuperait de l'installer en orbite, module après module. Sierra Nevada devrait s'occuper du transport du cargo et des passagers à bord de la petite navette spatiale Dream Chaser. D'ici là, cette petite navette aura fait ses preuves sur l'ISS en mode cargo. D'autres projets privés pourraient être cités, mais ils sont à prendre avec des pincettes, notamment les projets de station Bigelow B330 et BA 2100 qui sont toujours actifs mais dont l'entreprise est en mode hibernation totale à cause de la Covid-19. C'est dommage parce qu'un premier module de test est actuellement amarré à la Station spatiale internationale. Le principe des stations de Bigelow, c'est qu'elles arrivent compressées dans l'espace, puis se gonflent à la manière d'un ballon de baudruche, avant d'offrir un espace de vie plutôt conséquent. Il est possible que des modules de Bigelow soient accrochés un jour à la station Gateway en orbite lunaire, si l'entreprise réussit finalement à se réveiller et réembaucher ses ingénieurs qui depuis ont trouvé du travail ailleurs. Et si l'on vous proposait d'aller passer quelques nuits à bord d'une station spatiale en orbite ou pourquoi pas même sur le sol lunaire, seriez-vous partant pour mener cette expérience ? Quelle action ou expérience aimeriez-vous y mener ? Au contraire, peut-être pensez-vous que l'espace doit être exploré uniquement par des robots, voire pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La voiture volante est une arlésienne depuis les années 60. Censée arriver en l'an 2000, aujourd'hui, elle reste encore à l'état de prototype. Pourquoi toujours pas commercialisée ? Il existe des tas de raisons, comme le coût du développement, le coût de l'appareil, des législations à recouper, des problèmes environnementaux, la sécurité, mais surtout, ces véhicules ont besoin de véritables pilotes, et non de simples conducteurs qui roulent après seulement quelques heures de conduite. C'est pourquoi, à part quelques tests bien encadrés, les voitures volantes doivent pour le moment décoller et atterrir depuis un aéroport ou un aérodrome, et sont la plupart du temps vides de passagers. L'avenir des taxis volants, s'il en existe un, est aux véhicules 100% autonomes, où l'humain n'aura aucune action à faire à part indiquer sa destination. XPeng est un constructeur chinois de voitures électriques haut de gamme, en concurrence directe avec Tesla. Leur concept repose sur des voitures avec un plus grand rayon d'action, tout en étant moins cher que les voitures d'Elon Musk. Comme lui, d'ailleurs, XPeng s'octroie quelques excentricités puisque l'entreprise a annoncé un robot à 4 pattes pour les enfants disponible à la fin de l'année en Chine, le Unicorn. Le nouveau projet de XPeng est désormais de proposer une voiture volante, la HT Aero, pour l'horizon 2024. En mode automobile, le véhicule ressemble aux supercars classiques, mais lorsque le terrain est approprié, elle peut déployer 2 grandes hélices pouvant transporter le véhicule. Il est fort probable que si ce véhicule sort un jour, il sera limité à des vols très courts. De plus, avec 2 rotors uniquement, il n'y a pas de solution de secours en cas de perte de contrôle de l'un d'eux. Il faut donc voir cela, pour le moment en tout cas, comme un coup de com', qui, s'il débouche sur un véhicule volant, sera probablement très différent. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les voitures volantes, je vous propose de retrouver l'épisode pilote de ma chronique En route vers le futur, tourné en 2017, ici, dans mes fiches. Les concours X-Prize sont des concours incitatifs poussant les ingénieurs du monde entier à développer des technologies pour résoudre de grands défis de l'humanité. Le concours ANA Avatar X-Prize est un concours international sur 4 ans visant à faire émerger des robots de téléprésence. C'est quoi un robot de téléprésence ? Un robot de téléprésence ou robot avatar est un robot piloté à distance par un humain, un peu à la manière d'un avatar dans un jeu vidéo ou un métavers. Ce type de robot possède un potentiel conséquent d'application dans tous les domaines. Il peut permettre à des enfants hospitalisés de continuer à aller en cours et avoir une vie sociale à travers son avatar. Cela peut permettre à un médecin d'ausculter, voire d'opérer un patient à l'autre bout du monde, voire même pourquoi pas dans l'espace. En entreprise, vous pouvez utiliser un avatar pour prendre place dans une réunion à New York, alors que vous vous trouvez au fin fond de la Vendée, en télétravail. Même le tourisme pourrait se voir métamorphosé par le biais de robots pilotés à distance. Pourquoi utiliser un avion polluant alors que vous pouvez visiter le monde entier en restant chez vous avec un casque de réalité virtuelle pilotant votre avatar ? Sur 77 équipes participantes, 15 ont été retenues à travers 8 pays pour participer à ce concours doté d'un prix de 10 millions de dollars. Pour cela, les différentes équipes ont dû montrer que leur robot pouvait être piloté à distance. Le pilote devait exécuter certaines tâches de la vie quotidienne.
Sur les 15 équipes retenues, nous pouvons citer tout d'abord le robot open source français Richie de Pollen Robotics. C'est également le seul robot de la section à être déjà commercialisé. En Europe, il y a également le robot allemand Nimbro de l'université de Bonn, le britannique Telerobot de TouchLab, un autre robot britannique de l'équipe Silver Selves de Sheffield, et enfin le robot russe Johnny de Dragon Tree Labs. L'Asie est également bien représentée, la compétition a sélectionné 2 équipes sud-coréennes, SNU du laboratoire des systèmes robotiques dynamiques de Séoul et UNIST, un laboratoire d'Ulsan. Le Japon est représenté par l'équipe Last Mile Another Small World Project. En dehors des États-Unis, le seul pays américain représenté est le Mexique avec Prometheus de InBioDroid. Quant aux États-Unis, ils représentent 6 des 15 finalistes avec l'équipe de l'Institut de robotique expérimentale Northeastern de Boston, le robot Trina de l'équipe Avatrina dans l'Illinois, l'équipe californienne Converge Robotics, l'équipe Avatar Hubo de Las Vegas, l'équipe Resilient de Saint-Louis dans le Missouri et l'équipe Avadynamics de Pittsburgh. Plus tard, une nouvelle sélection réduira cette liste. Les finalistes se partageront 2 millions de dollars afin d'avancer sur leur projet. Puis, à l'automne 2022, une seule équipe recevra la somme de 8 millions de dollars afin de financer entièrement leur robot. Comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution de ce concours dans les prochains mois. En parlant de concours, il reste également quelques jours pour déposer les premiers croquis du concours Ton Robot organisé par le magazine Planète Robot. Ce concours permettra aux meilleurs dessins d'être accompagnés lors de la conception et de la commercialisation du robot. Suivez le lien dans la description. Vous avez aimé cette vidéo? Comme d'habitude, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes.